Le 14 mars 1998, la police de Los Angeles reçoit un appel l'avisant d'une sinistre découverte. Un itinérant fouillait un conteneur dans une ruelle et il a fait la découverte d'un cadavre. Il trouve dans le conteneur un homme blanc enveloppé dans des sacs à ordures. Il était recroquevillé en position fétale. Il n'avait aucune carte d'identité. Il ne portait qu'une chemise bleue, des pantalons et des sous-vêtements. Il n'avait rien d'autre sur lui, même pas de chaussures. La plante de ses pieds était propre, ce qui nous indiquait qu'il avait été tué ailleurs, puis amené ici pour être jeté dans le conteneur. Il avait aussi une blessure en forme d'étoile derrière la tête, ce qui indiquait qu'il avait probablement été tiré à bout portant. Les policiers interrogent les résidents du quartier, mais personne n'a vu ou entendu quoi que ce soit. Les autorités envoient le corps au bureau du médecin légiste pour autopsie et identification. Il identifie la victime par ses empreintes digitales. C'était David Kasdan, le propriétaire d'une petite entreprise de la vallée de San Fernando. Il y a quelques années, Kasdan travaillait pour une compagnie d'assurance. Tous les employés d'une compagnie d'assurance doivent donner leurs empreintes digitales qui sont ensuite ajoutées à leur dossier. Le médecin légiste retire une balle de calibre 22 de la nuque de Kasdan. Une balle de calibre 22 voyage à une vitesse très faible et la déflagration ne fait pas beaucoup de bruit. Les agents se rendent à la résidence de Kasdan à environ 30 km de l'endroit où son cadavre a été découvert. Les enfants de David Kasdan ont déjà été avisés et attendent les agents. Ils étaient extrêmement troublés, mais ils ont tout de même répondu à nos questions. La fille de Kasdan dit aux policiers qu'elle a signalé la disparition de son père aux autorités la veille. Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis jeudi, 2 jours auparavant. Elle et son frère avaient remarqué que la voiture de leur père n'était pas dans le garage et que le muret de pierre qui bordait l'entrée était endommagé. Les enquêteurs trouvent de la peinture bleue sur le muret, la même couleur que celle de sa voiture. Quelqu'un a donc quitté précipitamment les lieux, mais il n'y a aucun autre signe suspect. Les policiers demandent aux enfants si leur père avait des ennemis. Ces derniers mentionnent immédiatement Sante Kimes, 65 ans, et son fils de 23 ans, Kenny. Ils nous ont remis une lettre que David avait écrite quelques jours plus tôt aux Kimes, dans laquelle il disait qu'il ne les aiderait pas à commettre une fraude. La fille de Kasdan ne connaît pas les détails du complot frauduleux, mais se souvient d'une étrange conversation qu'elle a eue avec son père quelques jours avant sa disparition. Il y avait devant sa maison une voiture qu'il trouvait très louche. Il avait dit à sa fille, qui était en visite chez lui, de ne jamais sortir de la maison si elle voyait cette voiture. Il y avait plusieurs années que Kasdan connaissait la famille Kimes. En 1974, il s'était occupé d'une réclamation d'assurance pour eux et s'était lié d'amitié avec le millionnaire Ken Kimes père. Après la mort de Ken 4 ans auparavant, Kasdan avait perdu de vue la femme de Ken, Sante, et son fils Kenny, jusqu'à tout récemment. Dernièrement, Ken fils et Sante lui avaient fait des menaces par téléphone, en personne et par lettre, lui disant qu'il aurait intérêt à se conformer à leurs plans. La fille de Kasdan remet aux policiers des papiers et des relevés bancaires qui les aideront à enquêter sur le complot de fraude auquel la lettre fait allusion. Un peu plus tard ce jour-là, les enquêteurs avisent les autorités policières de la région de la disparition de la voiture de Kasdan. Ils fouillent les antécédents de Sante Kimes et de son fils Kenny. Ils découvrent que l'un d'eux a un lourd passé criminel, et ce n'est pas Kenny.
c'est sa mère. Sante Kimes était une femme fascinante. Elle avait fait de la prison pour une affaire d'asservissement involontaire ou d'esclavage, ce qui ne s'était pas produit depuis la guerre de sécession. Elle avait aussi été incarcérée pour vol et pour fraude. À plusieurs reprises, elle avait attiré des immigrants mexicains ou latino-américains en leur promettant de bonnes conditions de travail et des voyages. Mais elle mentait sur toute la ligne. Sante est ce qu'on pourrait appeler une vraie psychopathe ou une psychopathe de premier niveau. Ce sont des gens qui sont très froids, impassibles, sans scrupules, qui perdent difficilement leur calme, mais qui sont très manipulateurs et très durs. Ma mère n'avait jamais peur. Rien ne l'effrayait. Elle était à la fois très intelligente, pleine d'esprit et charismatique. Et elle utilisait ses qualités tant pour faire le bien que pour faire le mal. Nous ne savons toujours presque rien de son enfance. Elle avait quelques histoires qu'elle se plaisait à raconter. Elle se servait parfois de ces histoires de son enfance pour attirer la sympathie des gens. Sante Kimes est née en Oklahoma dans les années 30, pendant le Dust Bowl, une période de violentes tempêtes de poussière. Sa famille avait donc été forcée de déménager en Californie. Son père était décédé et sa mère devait l'élever seule. Elle vivait dans la misère. On disait même qu'elle vivait dans la rue et qu'elle devait voler de la nourriture pour manger. Elle se marie dès sa sortie de l'école secondaire, mais divorce peu après. Elle se marie à nouveau et a un fils, Kent, mais ce second mariage se solde aussi par un échec. Lorsque mes parents ont divorcé, je suis resté seul avec ma mère pendant plusieurs années. Sante commence à faire du vol à l'étalage. La gravité de ses crimes va en augmentant. Fraude par chèque, vol prémédité, vol de voiture. Au fil des ans, elle a eu des démêlés avec la justice à plusieurs reprises. Elle avait cette manie de voler des choses sans grande valeur qu'elle aurait pu se payer. Ses amis croyaient qu'elle aimait les poussées d'adrénaline que cela lui procurait, qu'elle aimait duper les autres. Quand elle est entrée dans une pièce, elle faisait tourner toutes les têtes, que ce soit celles des hommes ou des femmes. Elle ressemblait à Elizabeth Taylor, et elle s'en servait au maximum. Sa beauté et son charisme lui donnaient un certain pouvoir sur les hommes. Pour ne pas se faire attraper, ma mère déménageait constamment. J'ai passé par 22 écoles différentes, avant même d'entrer à l'école secondaire. Ses antécédents surprennent les policiers, mais ce sont les accusations d'esclavage qui les inquiètent le plus. Elle aurait usé de violence contre ses domestiques. Elle leur faisait laver des planchers déjà propres et les faisait coudre sans arrêt. Elle leur faisait suivre toutes sortes de règles. Elle a battu plusieurs d'entre eux et en a même brûlé un avec un fer chaud. En 1970, Sante fait la connaissance du millionnaire de l'immobilier Ken Kimes, avec qui elle se marie. Elle a lu un article sur lui dans un magazine local. Elle s'est efforcée de découvrir ce qu'il aimait et s'est adaptée à ses goûts. Elle portait tout le temps du blanc parce qu'il aimait le blanc. Elle portait un parfum au gardénia parce qu'il en aimait l'odeur. Elle projetait l'image qu'elle voulait qu'on se fasse d'elle. Elle était très charismatique et très persuasive. Mais c'était seulement pour parvenir à ses fins. Quand elle devait être charmante et distinguée, elle l'était. Mais elle pouvait aussi être dure et sans cœur. Ils formaient une équipe du tonnerre. Ils s'amusaient beaucoup ensemble. Elle mettait du piquant dans sa vie un peu terne. Mais Ken père découvre bientôt les tendances criminelles de sa femme, qui de son côté ne tardera pas à le manipuler. Je crois que Ken Kimes s'est fait enjôler.
Il avait probablement des tendances narcissiques. Il avait besoin de se sentir important, de faire parler de lui, d'avoir du succès en affaires et d'écraser ses adversaires. Il y avait peut-être un peu de tout ça au départ dans sa personnalité et je crois qu'elle a trouvé une façon de l'exploiter. Monsieur Kimes, l'homme d'affaires honnête, s'est mis à se prétendre ambassadeur et a commencé à prendre part à ses manigances. 5 ans plus tard, en 1975, Sante donne naissance à Kenny, fils. Mon frère Kenny est né quand j'avais 12 ans. C'était l'héritier de leur fortune. C'était le prince de la famille. C'est pour ça qu'elle a décidé de tomber enceinte. Quelques années plus tard, la famille Kimes déménage à Las Vegas. Sante élève Kenny afin qu'il devienne son complice. Elle engageait des gens pour venir jouer avec lui. Elle décidait de tout, qui il pouvait fréquenter, quand il pouvait les voir et pour combien de temps. Pour les psychopathes, les gens ne sont que des pions qu'on peut manipuler, même leurs enfants. Elle le façonnait à son gré. Les gens me demandent souvent la différence entre mon éducation et celle de Kenny. J'ai étudié à l'école publique, ce qui m'a permis de fréquenter des gens à l'extérieur de chez moi. Mais lui avait un professeur particulier, il restait toujours à la maison. C'était plus qu'abusif, c'était compulsif. Kenny a l'occasion de se libérer de l'emprise tyrannique de sa mère lorsqu'elle purge sa peine de prison pour esclavage. Il avait environ 10 ans lorsque c'est arrivé. Les enquêteurs ont arrêté sa mère sous ses yeux. Ça l'a beaucoup troublé. Pendant cette période, sa vie était presque normale. Il s'est rapproché de son père, qui avait pris sa retraite pour s'occuper de lui, et son père l'a inscrit dans une bonne école de Las Vegas, où il s'est fait des amis. À cette époque, mon beau-père gâtait Kenny à l'excès pour acheter son amour. Sa garde-robe valait plus que celle de certaines stars d'Hollywood. Le 11 décembre 1989, Sante revient à la maison après 3 ans de prison. Lorsqu'elle est sortie de prison, ses vieilles tendances dominatrices ont refait surface. Les années passent. Kent quitte la maison et fonde une famille. À l'automne 1993, Kenny entre à l'université. Puis, en 1994, Ken père meurt subitement d'un anévrisme. Ma mère a pris peur parce que rien n'était à son nom. Pas un acte de transfert, pas de chéquier, pas même une carte de crédit. Du jour au lendemain, cette femme de multimillionnaire s'est retrouvée sans le sou. Sante et Kenny ne peuvent désormais compter que l'un sur l'autre. Pendant 2 ans, Sante réussit à taire la mort de Ken Kimes. Kenny quitte l'université pour retourner vivre à la maison avec Sante. C'est à ce moment que j'ai commencé à prendre conscience de l'étrangeté de la relation qu'entretenaient ma mère et mon frère. Kenny fils commence à jouer un rôle de plus en plus grand dans les manigances de sa mère, qui tente systématiquement de liquider la succession de Ken père. Après plusieurs disputes, Kent décide de se détacher de sa mère et de son frère. Je le voyais changer et ça me faisait peur. Les enquêteurs de Los Angeles soupçonnent les Kimes dans l'affaire du meurtre de David Kasdan, mais ils doivent d'abord trouver un mobile. Quelques jours plus tard, le 17 mars, la police retrouve la voiture de Kasdan à quelques kilomètres des lieux du crime, mais on n'y trouve aucune preuve. Nous soupçonnions Sante et Kenny Kimes d'être mêlés au meurtre de David Kasdan. Au cours de l'enquête, la police reconstitue les détails du complot de fraude. Sante avait contracté un prêt hypothécaire de 280 000 $ sur sa maison au nom de David Kasdan.
Cette propriété située sur Geronimo Way, un peu à l'extérieur de Las Vegas, valait plusieurs centaines de milliers de dollars. Sante Kimes l'avait habitée quelque temps avant de commettre cette fraude. David Kasdan avait reçu par la poste des documents de sa banque qui précisaient qu'il devait payer une certaine somme d'argent tous les mois pour rembourser une hypothèque. Puisqu'il n'avait pas emprunté d'argent, il a appelé sa banque pour éclaircir le mystère. Il déclare à la banque qu'il y a erreur sur la personne. La banque gèle le compte et ouvre une enquête. La police découvre que l'argent a été transféré dans un compte appartenant à la notaire de Sante et qu'il n'y reste plus que 10 000 $. Quelques jours plus tard, Sante fait pression sur Kasdan pour le convaincre de prendre part au complot. Ça faisait si longtemps que David la connaissait qu'il n'avait pas remarqué à quel point elle avait changé. Une de ses tactiques de choix, c'était l'intimidation. Elle savait comment faire peur aux gens. Les enquêteurs ont maintenant un mobile dans l'affaire du meurtre de Kasdan. Ils se renseignent au sujet de la maison et découvrent qu'elle fait l'objet d'une enquête pour incendie criminel et que Sante et Kenny ont disparu. Nous avons interrogé la notaire qui avait contrefait la signature de David Kasdan sur le contrat hypothécaire. Sante Kimes lui avait dit qu'elle avait une procuration de David Kasdan qui lui permettait de signer ses documents en son nom, ce qui était faux. La notaire affirme aussi aux enquêteurs qu'elle a certifié un acte de transfert pour cette maison au nom de Robert McCarran. Les policiers espèrent que Robert McCarran pourra les aider à retrouver Sante et Kenny Kimes. Mars 1998. La police de Los Angeles suit la trace d'une dangereuse arnaqueuse, Sante Kimes, et de son fils Kenny, qui sont soupçonnés du meurtre de David Kasdan. Les policiers explorent toutes les pistes qui pourraient les mener au tueur. Ils trouvent un rapport de police concernant Robert McCarran. Son nom se trouvait sur l'acte de transfert de la maison lorsqu'elle a été incendiée. Nous avons découvert que Robert McCarran avait peut-être été kidnappé. Les policiers mettent la main sur l'enregistrement d'un appel qu'il a fait au 911 après avoir échappé à Sante et Kenny Kimes. Robert avait été amené à l'hôpital parce qu'il se plaignait de douleurs à la poitrine. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Robert n'avait pas d'adresse permanente. Les enquêteurs apprennent que l'hôpital l'a renvoyé chez lui et qu'il vit peut-être dans un refuge pour sans-abri. Il est très difficile de suivre toutes les pistes au cours d'une journée de 10 ou 12 heures. Nous essayons seulement de nous concentrer sur les éléments les plus importants de l'enquête. 2 semaines plus tard, le 10 avril, un patrouilleur retrouve McCarran dans un refuge pour sans-abri. Il affirme que Sante Kimes l'a engagé à titre d'homme à tout faire à sa résidence de Las Vegas, mais qu'elle le traitait en esclave. J'ai répondu à une petite annonce d'un journal de Las Vegas. Pendant plusieurs mois, tout s'est passé à merveille, puis soudainement, tout a changé. Elle me surveillait constamment. Je ne pouvais plus sortir de la maison ou parler à qui que ce soit. C'était un homme très frêle et très doux. Nous savions qu'il ne pouvait pas avoir commis un meurtre. Sante Kimes avait aussi engagé un homme du nom de Sean Little comme chauffeur. Les Kimes avaient engagé Sean Little à Las Vegas pour surveiller M. McCarran. Il se chargeait aussi de le battre lorsqu'il ne faisait pas ce que les Kimes lui avaient demandé de faire. C'étaient les gens les plus méchants qui soient.
Sante avait contrefait la signature de McCarran sur l'acte de transfert de la résidence de Las Vegas afin de souscrire une police d'assurance de 500 000 $ avant de mettre feu à la maison. Ils m'auraient tué, c'est certain. Ils attendaient de recevoir l'indemnité des assurances avant de se débarrasser de moi. Les enquêteurs recherchent maintenant Sean Little, l'homme chargé de surveiller McCarran, mais ils sont incapables de le retrouver. Robert McCarran leur parle d'un autre homme, Stan Patterson, qui a aidé les Kimes à déménager de Las Vegas à Los Angeles peu avant l'incendie. McCarran leur fait part de la nouvelle adresse des Kimes. La personne qui sous-louait l'appartement aux Kimes nous a dit qu'ils étaient très étranges et que leur emploi du temps était inhabituel. Ils fixaient du ruban adhésif autour de leur porte pour savoir si quelqu'un était entré en leur absence. Ils faisaient aussi jouer de la musique très fort lorsqu'ils parlaient pour éviter qu'on écoute leur conversation. Dans leur appartement de Bel Air, il y avait des sacs à ordures de la même marque et du même modèle que ceux dans lesquels nous avions trouvé M. Kasdan. Nous avons aussi trouvé une carte qui indiquait le chemin de Bel Air jusqu'à la résidence de M. Kasdan. C'était une solide preuve que nous tenions les bons suspects. Mais les Kimes nous filaient toujours entre les doigts. Les enquêteurs suivent leurs traces jusqu'en Utah, puis au Nevada et en Louisiane. Une cible mouvante est beaucoup plus difficile à toucher. La police retrouve Stan Patterson, l'homme dont McCarran leur avait parlé, en périphérie de Las Vegas. Les enquêteurs décident de lui rendre visite. Il admet avoir vendu des pistolets de calibre 22 à Kenny. La marque, le calibre et le rayage du canon des armes qu'il avait achetées étaient les mêmes que ceux du projectile trouvé dans le corps de la victime, David Kasdan. Stan promet aux policiers de les aviser s'il a des nouvelles des Kimes. Des témoins révèlent bientôt aux enquêteurs que les Kimes sont maintenant en Floride. Je crois que c'était en partie pour être près des Bahamas, où était placée une bonne partie de l'argent de mon beau-père. Ils volaient des caravanes motorisées pour s'héberger, évitant ainsi de donner leur nom dans les hôtels. Ils cherchaient de nouvelles proies en Floride. Ils s'installent finalement à Palm Beach, attirés par la forte population de personnes âgées, des cibles faciles. Sante y voit une véritable mine d'or. Cette volonté de duper constamment les gens témoigne d'une personnalité extrêmement narcissique. C'est une façon de se prouver que l'on est plus intelligent que les autres. Mais la satisfaction est de courte durée et il faut sans cesse recommencer. Avant que la police ne puisse les arrêter en Floride, Sante et Kenny prennent de nouveau la fuite, en quête de leur prochaine victime. Ils ont compris qu'il y avait des cibles plus payantes à New York. Irene Silverman, une ancienne ballerine de 82 ans, était propriétaire d'une maison sur la 65e rue Est. Ils avaient découvert qu'Irene Silverman possédait une résidence de plusieurs millions de dollars dans l'Upper East Side et qu'elle louait des appartements. Elle louait des chambres en partie pour faire de l'argent, mais aussi pour avoir de la compagnie. Et elle avait fait de son immeuble un petit hôtel boutique. Le 14 juin 1998, Sante et Kenny arrivent à New York.
Kenny se présente à la résidence avec en main une lettre de recommandation et $6 000 en liquide pour payer le premier mois de loyer. La plus grosse erreur d'Irene Silverman a été de ne pas vérifier leurs antécédents. Ma mère m'a toujours dit que l'argent était le point faible des gens. L'infernal tandem composé de Sante Kimes et de son fils Kenny est maintenant à New York et s'apprête à commettre sa plus ambitieuse escroquerie à ce jour. Ils sont toujours recherchés par la police de Los Angeles pour le meurtre de David Kasdan. Le 14 juin 1998, Kenny emménage dans le logement 1B sous le nom de Manny Guerin. Quelques jours plus tard, Eva, son adjointe, emménage à son tour. Chaque fois qu'ils déménagent, ils ont l'effet dévastateur d'une tornade. Ils font du tort à presque tous ceux qu'ils croisent sur leur chemin. Sante et Kenny fouillent l'immeuble d'Irene à la recherche de documents juridiques, écoutent aux portes et mettent le téléphone d'Irene sous écoute. Sante est résolue à lui soustraire sa propriété et avec l'aide de Kenny, elle met son plan à exécution. Les psychopathes comme Sante ont des projets irréalistes. Dans la plupart des cas, c'est parce qu'ils ne se sont jamais fait prendre à commettre des crimes importants. Alors ils se pensent invincibles et croient qu'ils peuvent faire n'importe quoi sans se faire prendre. Mais voyant que Kenny refuse de compléter sa demande de crédit et qu'il semble éviter les caméras de surveillance dans le hall, Irene commence à avoir des soupçons. Elle parle des étranges locataires du 1B à ses amis et décide finalement de les expulser le 5 juillet. Personne n'était à l'abri. Personne. Elle pouvait vous aimer en janvier, mais si elle devait vous écraser en juillet, afin de parvenir à ses fins, elle n'hésiterait pas à le faire. La police de Los Angeles suit toujours les traces des Kimes lorsqu'elle reçoit un appel de Stan Patterson. Monsieur Patterson nous a dit qu'il avait reçu un appel de Sante Kimes de New York. Elle invitait Stan à venir à New York pour gérer un immeuble d'appartements. Elle lui a aussi dit d'apporter ses jouets, ce qui pour Stan voulait dire des pistolets. Les preuves sont insuffisantes pour que la police les arrête pour meurtre, mais ils sont recherchés en Utah pour avoir fait un chèque sans provision. Nous nous sommes servis de lui comme agent d'infiltration. Il devait se rendre à New York, rencontrer les Kimes, et à ce moment, la police de New York et le FBI devaient les arrêter. Lorsque la police de New York les aura arrêtés, ils seront envoyés à Los Angeles pour interrogatoire. Stan doit rencontrer Kenny et Sante devant un hôtel, après quoi les trois iront visiter l'immeuble. La police de New York poste des agents près de l'hôtel. La journée avançait. On nous répétait sans cesse à mon partenaire détective Cox et à moi que les Kimes n'avaient toujours pas été aperçus. Nous leur avons demandé de rester en poste. Et comme de fait, Sante Kimes est arrivé à 17h. Mais il n'y a toujours aucune trace de Kenny. Les agents se tiennent à distance, espérant arrêter les deux criminels simultanément. Mais les policiers ne peuvent pas attendre indéfiniment. C'est peut-être leur seule occasion de mettre le grappin sur Sante Kimes. Puis, leur chance se présente.
Au même moment, à l'autre bout de la ville, des policiers sont dépêchés à la résidence d'Irene Silverman. Elle a disparu. Ça faisait 15 ans qu'Irene Silverman n'était pas sortie de chez elle seule, alors sa disparition le 15 juillet a immédiatement éveillé des soupçons. Son agent de location a appelé la police la journée même où elle a disparu. Les soupçons se sont tout de suite portés sur les mystérieux locataires. Selon les employés, le locataire du 1B était très étrange. Et Irene partageait leur opinion. Les enquêteurs ont trouvé un carnet dans lequel elle décrivait leur comportement bizarre. Il parlait très peu et refusait de montrer ses cartes d'identité. Il avait beaucoup insisté pour qu'elle lui donne un reçu portant sa signature. Les autorités de la ville de New York obtiennent un mandat pour fouiller l'appartement. Mais ils n'y trouvent que très peu de preuves. Les enquêteurs veulent s'entretenir avec ce mystérieux Manny Guerin, mais ils ignorent toujours qu'il est en réalité Kenny Kimes. Irene Silverman était introuvable, tout comme le locataire de l'appartement 1B. Le lendemain, la disparition d'Irene Silverman fait les manchettes. Des témoins fournissent une description du locataire à la police qui produit un portrait robot. La police a tenu une conférence de presse et a diffusé le portrait robot de Manny Guerin aux médias. C'est alors qu'un des agents du FBI qui avait arrêté Kenny Kimes a fait le rapprochement. L'agent remarque la ressemblance entre le portrait de Manny Guerin et son détenu Kenny Kimes. La police de New York interroge Sante et Kenny Kimes. Mais les deux déclarent ne pas connaître Irene Silverman. Le lendemain, la police retrouve la voiture de Sante et de Kenny. Il y avait un pistolet de calibre 45 dans la voiture ainsi qu'un grand sac de nylon dans le coffre. Les agents y trouvent aussi de la drogue du viol, un pistolet électrique, un pistolet de calibre 9 mm, 22 000 $ en liquide, ainsi que des fausses cartes d'assurance sociale et une procuration contrefaite au nom d'Irene Silverman. Les policiers découvrent d'autres preuves incriminantes dans un autre sac. Le sac contenait un acte contrefait de transfert de la résidence d'Irene Silverman. Mais rien n'est aussi troublant que les 13 carnets qu'ils trouvent. Sante Kimes gardait des carnets dans lesquels elle prenait des notes. Il était écrit « Comment obtenir un numéro d'assurance sociale » et « Les personnes âgées sont des cibles faciles ». Ces notes étaient extrêmement incriminantes. Ils ont choisi Irene Silverman et, malgré qu'elle ne leur ait rien fait, ils ont décidé de la tuer. Ils ont commis leur crime de façon préméditée et crapuleuse. Les carnets contiennent aussi de l'information au sujet du meurtre de David Kasdan. Ce qui nous a été le plus utile lors de l'enquête à Los Angeles, ce sont ces carnets, qui étaient d'ailleurs très volumineux, et dans lesquels il était écrit plusieurs fois « Tuer D.K ». Sante et Kenny Kimes sont détenus pour fraude par chèque. On leur refuse la liberté sous caution. Je me rappelle qu'un bon ami à moi m'a appelé pour me demander si j'avais lu le journal. Je ne l'avais pas encore lu. Il m'a dit de lire la page 4. J'ai ouvert le journal et j'ai vu une photo de ma mère. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'elle détesterait cette photo. Puis j'ai lu l'article. C'était la première fois que j'entendais parler d'Irene Silverman. Mais lorsque j'ai lu le nom de David Kasdan, j'ai immédiatement rassemblé les pièces du casse-tête. J'ai posé le journal et j'ai éclaté en sanglots. Je savais que tout ce dont l'article parlait, les incendies, les meurtres, les tentatives de soustraction d'immeubles, je savais que c'était vrai. Je ne pouvais plus le nier. Quelques semaines plus tard, les enquêteurs du service de police de Los Angeles arrivent à New York en espérant obtenir un aveu.
Les preuves recueillies sont insuffisantes. Ils ont un mobile, mais aucun témoin et aucune arme. David Kasdan a été tué d'une balle de pistolet de calibre 22, mais aucune des armes retrouvées dans la voiture de Kimes n'est de ce calibre. La famille Kasdan de Los Angeles devra faire preuve de patience avant que justice soit faite. Sante et Kenny Kimes sont arrêtés à New York pour le meurtre d'Irene Silverman, et la police de Los Angeles espère pouvoir les arrêter pour le meurtre de David Kasdan. Les enquêteurs de Los Angeles ont un coup de chance 2 mois après l'arrestation des Kimes à New York. Grâce à la police de New York, ils retrouvent Sean Little, un résident de Los Angeles dont le nom apparaît dans les carnets de Sante. Il leur a aidé à garder Robert McCarran en otage. Sean avait très peur de Kenny et de Sante. Il continuait de leur obéir au doigt et à l'œil, surtout depuis que les Kimes lui avaient dit savoir où vivait sa famille. Sean Little accepte finalement de tout révéler à la police de Los Angeles. Il a dit qu'un beau matin, Kenny l'avait réveillé et qu'ils s'étaient rendus ensemble à la demeure de David Kasdan. Il ne connaissait pas David Kasdan. Kenny lui a dit de rester dehors et il est entré. Sean a entendu une détonation et quelques secondes après, Kenny faisait signe à Sean d'entrer dans la maison. Sean a alors vu David Kasdan étendu sur le plancher de la cuisine. Kenny a ordonné à Sean de sortir et de faire marche arrière avec la voiture de David Kasdan jusque dans le garage afin qu'il puisse fermer la porte et mettre le corps de Kasdan dans le coffre. Avec l'aide de Sean Little, Kenny Kimes a transporté le corps de David Kasdan par la porte de la cuisine qui était mitoyenne avec le garage. Il l'a mis dans la voiture de David Kasdan et il est parti. Kenny et Sean se débarrassent du corps de David Kasdan et de sa voiture près de l'aéroport, jettent l'arme dans une bouche d'égout, puis font un dernier arrêt. Ils se sont rendus chez un fleuriste dans la vallée de San Fernando. Ils ont acheté un bouquet de fleurs pour Madame Kimes et se sont ensuite rendus à la résidence de Bel Air. En offrant ces fleurs à sa mère, Kenny lui disait en quelque sorte « J'ai accompli la mission, maman. Tu devrais être contente. Tout a bien été. » À la lumière de cette déclaration, les enquêteurs retournent à la résidence de David Kasdan. Nous sommes retournés sur les lieux, nous avons effectué un test au luminol et nous avons constaté la présence de sang dans la cuisine. Grâce au témoignage de Sean Little, les procureurs de Los Angeles détiennent enfin suffisamment de preuves. Mais le procureur général de New York a aussi l'intention d'engager des poursuites et est le premier à porter des accusations. À New York, le 16 décembre 1998, Sante et Kenny Kimes font face à 84 chefs d'accusation, dont le meurtre au 2e degré d'Irene Silverman, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Les autorités espèrent voir la mère et le fils se trahir en cours. Cette affaire de meurtre à New York était sans précédent. Il n'y avait pas de cadavre, pas d'aveu, pas d'ADN. Ils plaident tous deux non coupables. Ma mère me suppliait de venir à New York, mais je ne pouvais plus l'aider. Je savais qu'ils étaient coupables. J'aurais aimé être leur sauveur, mais je ne le pouvais pas. C'était trop tard. Les procureurs se présentent au procès avec 125 témoins, mais pas de corps. Dans cette affaire, toutes les preuves étaient indirectes, ce qui a donné beaucoup de fil à retordre aux procureurs. Mais avec beaucoup de travail et de temps, ils ont réussi à bâtir un solide dossier. Pendant des mois, les accusés maintiennent leur innocence. Le 18 mai 2000,
Sante et Kenny sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Ensemble, leur peine s'élève à près de 250 ans de prison. Sante Kimes a mené une campagne pour convaincre les médias de son innocence. Ils sont dans un déni complet. Ils n'admettront jamais qu'ils ont commis ces crimes. Je ne serais même pas surpris si elle affirmait avoir été victime d'un coup monté, que les preuves avaient été placées, que la police était contre elle, que le procureur était méchant et que le juge ne l'a pas laissé témoigner. En somme, qu'elle a été victime d'une affreuse injustice. C'est ainsi que les psychopathes pensent. Les autorités de la Californie annoncent l'extradition des accusés à Los Angeles pour qu'ils soient jugés pour le meurtre de David Kasdan. S'ils sont trouvés coupables en Californie, ils pourraient faire face à la peine de mort. Qu'on soit en faveur de la peine de mort ou non, on ne veut jamais voir notre frère ou notre mère en écoper. Le dossier des procureurs de Los Angeles est plus solide. Ils ont un corps, un mobile et un témoin vedette. En 2004, les Kimes sont renvoyés en Californie où ils s'apprêtent à subir leur procès lorsque les procureurs ont une mauvaise surprise. Sean Little disparaît. La disparition de Sean a été un dur revers. Sean était notre témoin principal. C'était la pierre d'assise de notre dossier. Sans leur témoin, les enquêteurs craignent de perdre le procès. Mais sans crier gare, Kenny se décide à parler. Kenny a déclaré vouloir nous parler en présence de son avocat. Il en avait assez de tout ce cirque médiatique à propos de sa mère. La comédie était terminée. Kenny accepte de témoigner contre sa mère en échange d'une immunité contre la peine de mort pour lui et sa mère. C'est un moment décisif pour mon frère et ma mère. Ça faisait si longtemps qu'ils étaient comme les deux doigts de la main. Ils formaient une équipe inséparable. Kenny livre sa confession sur une période de 3 jours. Nous avons interrogé Kenny au sujet du meurtre de David Kasdan. Kenny affirme aux enquêteurs que David Kasdan avait l'intention de les dénoncer. Sante a décidé de le tuer. Au 3e jour d'interrogatoire, il a décrit en détail la vie qu'il menait avec sa mère, Sante Kimes, dans l'immeuble d'Irene Silverman. Il voyait tout par le judas de la porte. Et Kenny Kimes a étranglé Irene Silverman de ses mains nues. Elle mesurait 1,50 m et pesait à peine 45 kilos. C'était une petite femme. Il a mis son corps dans un sac de voyage, il l'a posé sur un chariot à bagages et il l'a traîné sur la rue. Kenny a dit avoir croisé des passants, mais ça n'avait l'air que d'un sac de voyage. Il l'a chargée dans un véhicule et l'a emmenée à plusieurs kilomètres de là. Après quoi, il a déposé son corps dans un conteneur derrière une station-service. En 27 ans de service pour la ville de Los Angeles, je n'avais jamais vécu une situation aussi surréaliste. Un psychopathe me décrivait en détail comment il avait commis ses meurtres, quelques-uns avec l'aide de sa mère, et les autres sous les ordres de sa mère. Ils sont très dangereux. Il n'y a qu'un mot pour les décrire. Diabolique. Kenny témoigne contre sa mère, plaide coupable et se voit condamné à la prison à perpétuité.
Sante se défend elle-même et plaide non coupable. Elle affirme que les policiers ont forcé son fils à faire une fausse confession en le menaçant de la peine de mort. Sante Kimes avait de l'énergie à revendre. Elle en avait probablement plus que tous les gens de cette salle ensemble. Cette femme de 70 ans était inépuisable. Elle tentait toujours de trouver une façon de s'en sortir. Sante Kimes est déclarée coupable de meurtre au premier degré dans l'affaire de David Kasdan. Le 7 juillet 2004, elle est condamnée à la prison à perpétuité. Nous n'avons toujours pas retrouvé le corps d'Irene Silverman. Je donnerais 5 000 $ de ma poche à quiconque pourrait me révéler l'emplacement du corps. Depuis la condamnation, j'ai tenté d'entrer en contact avec Kenny, mais je crois qu'il n'éprouve toujours pas de remords à propos de ce qu'il a fait. D'après ce que je connais de Kenny, je ne crois pas qu'il aurait choisi cette vie de crime, de violence et de meurtre si ce n'avait été de sa mère. C'était un étudiant normal jusqu'au jour où sa mère l'a ramené à la maison et lui a demandé son aide. Ma mère n'a jamais avoué. Le destin tragique de Kenny me hantera toute ma vie. C'est mon plus grand regret. J'aurais dû me battre pour l'arracher aux griffes de ma mère. I should have tried harder to pull him out of her grasp.